c'est une étude qui a été faite en Hollande, où on a vu que des femmes qui avaient pris certains médicaments, en particulier du phénobarbital, dans la descendance, il y avait un taux de transsexuels qui avait été multiplié par 200. Donc, il y a un lien. Bienvenue dans l'émission Contre-discours sur les questions de genre. Nous sommes Dora Muto et Marguerite Stern, autrices du livre Transmania. Dans le prolongement de ce travail, nous accueillons sur notre chaîne YouTube Feméliste des personnes au discours dissident sur les questions de genre. Aujourd'hui, nous recevons Corinne Lalo, journaliste d'investigation et grand reporter, spécialisée dans les questions de santé et d'environnement. Elle a travaillé pour France 3, TF1 et TV5 et a couvert de grands scandales de santé publique, tels que l'affaire du Mediator, l'affaire du sang contaminé, la vaccination contre l'hépatite B, la grippe H1N1 ou le nuage de Tchernobyl. Elle est co-auteure du livre noir du médicament, du livre « Se soigner sans médicaments de A à Z » et elle publiera bientôt un livre sur le traitement du Covid. Mais si nous l'invitons aujourd'hui, c'est pour discuter de son livre « Le grand désordre hormonal ». Ce livre parle de l'impact des perturbateurs endocriniens sur nos corps et sur l'environnement. Nous y avons découvert que dans la nature, des animaux transitionnent d'un sexe à l'autre à cause de l'impact des perturbateurs endocriniens. Nous y avons aussi découvert que certains produits chimiques féminisent les fœtus. Nous avons trouvé son enquête extrêmement pertinente et nous l'avons citée plusieurs fois dans notre livre Transmania, car nous nous sommes demandé si l'épidémie des dysphories de genre ne pourrait pas avoir une origine environnementale. Voilà pourquoi nous sommes ravis de l'accueillir aujourd'hui. Corinne Lalo, bonjour. Bonjour. Pourquoi avez-vous accepté de venir vous exprimer à notre micro? Parce que vous m'avez invitée d'abord. Donc, je suis très contente d'être là et de dire ce que j'ai à dire, puisque de toute façon, je l'ai écrit dans le livre qui s'appelle « Le grand désordre hormonal ». Donc, il n'y avait aucune raison que je refuse, d'autant que je me suis quand même renseignée, j'ai regardé vos vidéos, tout ce que vous dites, a priori, ça me convient. Je n'ai pas encore lu votre livre, donc je vais le lire. Mais ce qui est important, c'est que je remarque que vous ne faites pas de discrimination. Donc, il n'y a pas de raison que je refuse de venir. Et justement, dans notre livre qui s'appelle Transmania, enquête sur les dérives de l'idéologie transgenre, on cite beaucoup votre livre qui s'appelle Le grand désordre hormonal. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement, bien sûr, après on va rentrer dans les détails, mais brièvement, de quoi parle ce livre? Eh bien, ce livre, il parle des produits chimiques qui sont en l'occurrence les perturbateurs endocriniens, que j'appelle de préférence les perturbateurs hormonaux parce que c'est plus clair, selon moi. Et donc, comment ces produits chimiques attaquent la santé des humains, mais aussi des animaux, également des plantes, et comment ils ont complètement changé tout l'écosystème de la planète. Et c'est ce qui me semble très très important. Et donc, j'explique tout ça. Comment avez-vous mené l'enquête? Alors, l'enquête, je l'ai menée depuis longtemps, parce que donc, je suis journaliste depuis plus de 35 ans, et donc, depuis le début, je m'intéresse à tout ce qui est environnement. Donc, à une époque où c'était pas du tout à la mode, donc dans les rédactions, j'étais même assez minoritaire sur tout ce qui était parler de l'environnement, en l'occurrence, au tout début, c'était les pluies acides, des choses comme ça. Et puis, bien sûr, tout ce qui est les perturbateurs avec les produits chimiques et surtout les pesticides. Donc, j'ai travaillé ça, j'ai travaillé sur la santé. Et à mon avis, la santé, l'agriculture, l'environnement, donc tout ça est lié. Donc, si on détruit l'environnement, si on détruit l'agriculture, si on détruit les sols, si on détruit la vie dans les sols, évidemment, il va y avoir des répercussions sur la santé.
Donc, on ne peut pas parler de la santé sans parler de la santé du sol. Et on ne peut pas parler de la santé sans parler de l'agriculture. Donc, j'ai fait beaucoup de reportages sur l'agriculture biologique, sur l'agriculture chimique, pour montrer les dégâts de l'agriculture chimique et pour expliquer comment il est souhaitable d'aller vers une agroécologie et une agriculture écologique. Alors commençons par le commencement pour que tout le monde suive durant cet entretien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que sont les hormones et quel rôle est-ce qu'elles jouent dans notre corps? Alors, s'il n'y avait pas d'hormones, on ne serait pas vivant, déjà. Il n'y a rien qui fonctionnerait. Et les hormones, hormao en grec ancien, ça veut dire j'excite. Donc j'excite ou j'énerve ou je mets en mouvement, donc à distance. Donc une hormone, c'est une molécule qui va agir à distance de l'endroit où elle est émise. Donc comme elle est émise dans une glande en général, à ce moment-là, elle est émise, elle circule avec le sang, hein, et elle va aller délivrer un message à la cellule. Et la cellule, elle a un petit récepteur, ou plusieurs petits récepteurs, et selon l'hormone qui va passer, l'hormone va se coller au récepteur, et à ce moment-là, l'hormone va délivrer un message. Donc si c'est un message « il faut que tu aies faim », eh bien, il va se coller sur le récepteur, et le message va être délivré. Et ensuite, ce message, il va y avoir un rétrocontrôle qui va aller jusqu'au cerveau et qui va dire « ok, le message a été reçu ». Donc tout ça, c'est un équilibre très très délicat, très savant, et les hormones, elles agissent à des quantités infimes. Donc ça, c'est incroyable, et c'est pour ça qu'il faut faire très très attention à ne pas bousculer cet équilibre, parce que ça agit à des quantités infimes. C'est pour ça que quand il y a des médicaments où il y a des hormones, comme par exemple le lévothyrox pour la thyroïde, eh bien, il faut faire très attention à ce que le dosage soit bien équilibré. Et quand il y a eu un changement de dosage avec une nouvelle formule en 2017 sur le lévothyrox, eh bien, ça a été une catastrophe, parce que les femmes, en général, c'est des femmes, justement, qui reçoivent ce médicament, elles ont eu des effets secondaires extrêmement graves, et comme personne n'avait prévenu qu'ils avaient changé la formule, elles se demandaient ce qui leur arrivait. Et c'est qu'après, une fois qu'elles se soient fait insulter, qu'on ait dit que c'était dans leur tête et tout, qu'elles ont mené une enquête et qu'elles se sont aperçues qu'en fait, non, il y avait bien eu un changement de composition et qu'on leur avait rien dit. Alors justement, qu'est-ce qu'un perturbateur endocrinien ou perturbateur hormonal, comme vous préférez le dire? Comment fonctionnent-ils? Où est-ce qu'on les trouve? Et puis de quoi sont-ils issus? Alors, qu'est-ce que c'est qu'un perturbateur endocrinien? C'est un perturbateur hormonal. Bon, donc comme tout est une question d'équilibre, on a dans le corps un équilibre qui s'appelle l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre qui permet à tout fluide de rester en équilibre, en adéquation, ni trop peu. Et tout ça, c'est géré au niveau du cerveau par l'hypothalamus. Il ne faut pas qu'il y ait trop et il ne faut pas qu'il y ait trop peu. Donc si c'est trop, c'est hyper, et si c'est trop peu, c'est hypo. Donc si vous avez de la tension, par exemple, alors la tension, c'est géré par une hormone, c'est l'angiotensine. S'il y en a trop, vous allez faire de l'hypertension. Et s'il n'y en a pas assez, vous allez faire de l'hypotension. Et l'homéostasie sera perturbée. Pareil, si vous prenez le taux de sucre dans le sang. Si vous êtes en hyper, c'est hyperglycémie. Si vous êtes en hypo, c'est en hypoglycémie. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va rétablir? C'est une hormone et c'est l'insuline. Voilà, alors vous prenez un peu tout, hein. L'appétit, il y a une hormone qui s'appelle la ghrelin. Il y a énormément d'hormones. Alors on connaît bien sûr les hormones sexuelles, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc il y a la thyroïde, il y en a partout. Puis il y a toutes les hormones qui vont régler le sommeil, la mélatonine. Tout ça est réglé par des hormones. Alors, c'est un équilibre, une homéostasie. Si vous avez un produit chimique qui va arriver dans l'organisme, il va perturber cet équilibre, cette homéostasie, et donc l'organisme va se retrouver soit en hyper, soit en hypo, soit il va empêcher l'hormone de délivrer son message. Comment il va faire?
c'est que en fait, il va imiter la forme de l'hormone. Les hormones, elles ont toute une forme, c'est des molécules, donc elles ont une forme, et un produit chimique, il va arriver, il va aller se coller sur le petit récepteur qu'il y a dans la cellule, et s'il se colle à la place de l'hormone, il prend sa place, c'est comme un coucou qui va pondre un œuf dans un autre nid, il va occuper la place, il va scotcher la place, un peu comme du chewing-gum aussi, et donc l'hormone ne va pas pouvoir donner son message, et la cellule ne va pas pouvoir faire le rétrocontrôle au cerveau pour dire « ok, tout va bien ». Dans votre livre, vous parlez des 6 P. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que sont les 6 P ? Oui, les 6 P, en fait, c'est 6 familles de perturbateurs endocriniens que j'ai regroupés en 6 familles parce qu'il y a en fait des centaines de milliers de molécules. Donc, P, pourquoi ? J'ai mis P comme pétrochimie, parce qu'ils sont tous à base de pétrochimie, et P comme poison, parce qu'ils sont aussi des poisons pour l'organisme. Donc, quelles sont ces 6 familles ? D'abord, les pesticides. Les plus dangereux, parce que c'est des biocides qui sont faits pour tuer, comme leur nom l'indique. Pesticide, ça veut dire qui tue. Le mot cide, ça veut dire tuer. Donc, quand ils ne tuent pas, ils perturbent. Alors, pesticides, tous les plastiques plastifiants, donc P comme plastifiant, et dans les plastifiants, vous avez les plastiques souples et les plastiques durs. Donc, les plastiques souples, c'est tout ce qui est phtalate, les plastiques durs, c'est tout ce qui est bisphénol. Ensuite, les perfluorés, on en parle beaucoup en ce moment. Les PFAS, bon, il y en a qui disent PFAS, moi je préfère dire PFAS, c'est plus français. Donc, parce qu'il y a du fluor. Donc, ça sert à faire des anti-adhésifs, imperméabiliser par exemple les chaussures, et ça sert aussi dans les mousses des pompiers pour éteindre le feu. Et tout ce qui est imperméabilisant dans les tissus, dans les vêtements, et tout ça, c'est ce qu'on appelle aussi des polluants éternels. Hein. En particulier les PFAS, ils durent très très longtemps, mais dans les pesticides, vous aviez le DDT qui a été interdit et qui dure aussi très très longtemps. Donc les perfluorés, bon, alors il y en a là aussi des milliers. Donc quand on les interdira, il faut interdire toute la famille. Parce que jusqu'à présent, ils les interdisent un après l'autre. Donc, mais comme il y en a des milliers, c'est facile de reporter le danger sur un autre. Donc, perfluorés, les polybromés, donc ça, c'est à base de brome, et perfluorés à base de fluor. Donc, les polybromés, c'est les antifeux qu'on retrouve un petit peu partout, y compris dans l'électronique, les ordinateurs, etc. Les parabènes, pour conserver les crèmes, principalement dans les médicaments, dans les crèmes, dans les cosmétiques. Et aussi les P comme pharmaceutiques ou produits pharmaceutiques. Et là, c'est tous les médicaments. Et on a un peu trop tendance à les oublier, mais ce sont des perturbateurs endocriniens, beaucoup par définition. C'est pour ça que je les appelais les 6 P. Vous dites qu'ils sont issus de la pétrochimie. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Est-ce que ça viendrait des plantes ? La pétrochimie, c'est toute la chimie à base de pétrole. Donc jusqu'à présent, on dit que le pétrole, est sous la terre et que quand on va le chercher, on l'utilise ensuite pour tous ces produits chimiques. Et le pétrole, c'est jusqu'à présent ce qu'on dit. Après, la science évolue, donc après on verra. En tout cas, ce sont des résidus de plantes fossilisées et qui servent ensuite à faire ce qu'on appelle des produits chimiques. Mais comme ce sont des plantes à l'origine, eh bien, on va retrouver un certain air de famille dans les molécules du pétrole et pétrochimiques qui vont faire qu'ils vont pouvoir mimer quelques molécules naturelles de l'organisme et prendre la place, justement, des molécules naturelles. Si ce n'était pas du pétrole et donc des plantes, ce serait beaucoup plus difficile de trouver quelque chose qui imite. Vous voyez ? Et le leurre, c'est ça qui va être très grave pour l'organisme. Les perturbateurs endocriniens, c'est qu'ils vont faire un jeu de leurre. Ils vont leurrer le système, ils vont leurrer les cellules et ils vont mimer les hormones. Et la plupart de ces produits chimiques ont une tendance à mimer plutôt les hormones femelles que les hormones mâles. Donc plus vous avez de produits chimiques à base de pétrole, plus
vous avez des pseudo-hormones femelles, donc qui vont être perturbatrices pour les hormones, mais dans un sens plutôt de féminisation que de masculinisation. Et alors, les dangers, concrètement, de ces perturbateurs endocriniens, c'est quoi? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples graves? Alors, les perturbateurs endocriniens, ce n'est pas des doses toxiques au point de tuer, vous voyez, de tuer l'organisme, ou pas du tout. C'est insidieux, ça va perturber le système, donc toute l'homéostasie, sans pour autant être une toxicité aiguë. Ça va être une toxicité chronique, et comme c'est une toxicité chronique, ça va produire des maladies chroniques. Et donc, dans mon livre, j'explique toutes les maladies chroniques qui sont liées à ces perturbateurs endocriniens sans qu'on n'en ait même l'idée. Par exemple, on peut parler de l'autisme. Alors l'autisme, c'est multifactoriel, il y a plusieurs causes, mais il y en a beaucoup qui tiennent aux perturbateurs endocriniens, via plusieurs vecteurs. Donc il y a les vecteurs de l'air, il y a les vecteurs de la nourriture, et il y a les vecteurs des médicaments, il y a les vecteurs des vaccins. Donc tout ça va produire de l'autisme parce que ce sont des produits chimiques. Alors vous avez aussi tout ce qui a perturbé la thyroïde, tout ce qui a perturbé le cerveau, donc vous avez également des problèmes au niveau du système immunitaire, donc de l'asthme. Vous avez énormément de maladies, y compris évidemment toute la sphère génitale, toute la reproduction, donc pas mal de couples infertiles. Donc je fais toute la liste dans mon livre, et en particulier aussi au niveau de tous les médicaments qui sont ingérés, qui sont des médicaments la plupart du temps chimiques, et donc qui ont une perturbation sur l'organisme, y compris lorsqu'on dit qu'on va prendre des statines, eh bien, on va vous dire oh, ben, vous avez un taux de cholestérol qui est trop important. Ah ben, on vous donne des statines. Sauf que les statines, il faut savoir que chez les hommes, c'est féminisant, et chez les femmes aussi un peu, ça se voit moins. Mais les hommes, tout d'un coup, ils vont voir des seins pousser, pas tous, mais quand même, il y a une tendance. Et donc, évidemment, puisque c'est féminisant, et il va y avoir aussi des résultats sur la prostate. Donc, prendre des statines pour lutter contre un taux de cholestérol qui a été fixé de façon un petit peu arbitraire par certains, et aidé par certains lobbies pharmaceutiques, il faut réfléchir avant de commencer à prendre des médicaments contre le cholestérol. Tout ça, c'est féminisant. Pareil pour tous les antidouleurs. Alors, les antidouleurs, on va peut-être en parler tout à l'heure, mais c'est très embêtant pour la femme enceinte, par exemple, parce que les antidouleurs, que ce soit par exemple paracétamol ou même ibuprofène, eh bien, et même l'aspirine, vont avoir des effets féminisants sur le fœtus lorsque la mère prend du paracétamol ou de l'ibuprofène quand elle est enceinte. Alors, au Danemark, par exemple, on a dit aux mères, vous ne prenez pas de paracétamol quand vous êtes enceinte. Mais en France, vous avez 80% des femmes qui prennent du paracétamol ou de l'ibuprofène alors qu'elles sont enceintes, parce que personne ne leur a dit qu'il ne fallait pas. Dans votre livre, vous nous informez du fait que certaines études montrent que dans la nature, les poissons se féminisent, les escargots de mer voient apparaître des femelles à pénis, les alligators développent des micro-pénis, les mâles ne sont plus attirés par les femelles, les crapauds deviennent hermaphrodites. Dans votre livre, nous avons donc appris que des animaux transitionnent véritablement d'un sexe à l'autre, alors qu'à la base, ils ne sont pas censés le faire. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce phénomène ? Oui. Moi, je ne dirais pas transitionne. Ce n'est pas le mot que j'emploie dans mon livre. Ce que j'explique, c'est comment ça a commencé dans les années 70. Les chercheurs ont commencé à s'apercevoir, d'abord sur un petit escargot de mer, que les femelles développaient des pénis. Donc ce qui n'était pas normal. Et effectivement, là où les phénomènes se passaient, l'espèce ne se reproduisait plus. Donc il y avait une disparition de l'espèce, donc une perte de la biodiversité. Bon. Mais ils n'avaient pas compris la cause. Plus tard, dans les années 70, ils se sont aperçus, c'était dans le bassin d'Arcachon, que les huîtres étaient mal formées. Donc ils ont cherché à comprendre pourquoi. C'est l'Ifremer qui a mené l'étude. Et là, ils se sont aperçus qu'en fait, plus on se rapprochait des porcs, et plus le phénomène était accentué. Et ils se sont aperçus en fait
que ce qui perturbait les huîtres, et là c'était tout le bassin, toute l'économie qui était en jeu, hein. Donc là, ils ont vu que ça venait en fait de la peinture anti-fouling, anti-salissure, qui mettait sous les coques des bateaux pour empêcher les coquillages de se coller. Parce que dedans, ils avaient mis de l'étain, et l'étain, c'est un tueur de coquillages, c'est un pesticide en gros, donc ça tuait les coquillages et c'était fait pour ça. Mais comme ça tue les coquillages et que c'était relargué après dans la mer, eh bien ça tuait aussi les huîtres et les petits escargots de mer. Et c'est là qu'ils se sont aperçus qu'il y avait un produit chimique qui était l'étain qui pouvait avoir un effet désastreux sur la faune. Et ça a été la première fois que ça a été prouvé, dans toute l'histoire d'ailleurs. Et ça a été le deuxième clou qui a été enfoncé. Et après, une fois qu'ils ont eu prouvé ça, ils se sont aperçus que les fameux escargots de mer avec les femelles à pénis, c'était aussi dû au problème des peintures à l'étain. Est-ce que vous pouvez aussi nous parler des poissons hermaphrodites ou intersexes, je ne sais pas comment les appeler? Voilà. Alors donc, les escargots de mer et les huîtres, ça a été les premiers animaux où on s'est aperçu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et après, dans les années 78, un peu plus tard, dans la Tamise, ils ont vu qu'il y avait donc des poissons, des mâles, qui avaient des œufs. Donc ça, c'était pas normal non plus. Et ils n'arrivaient pas à se reproduire. Et en fait, ils ont relié ça au fait que c'était en aval des stations d'épuration. Comme dans les stations d'épuration, il y avait beaucoup de produits chimiques perturbateurs endocriniens, dont la pilule contraceptive, qui n'était pas assez filtrée. Donc les animaux, les poissons, se féminisaient. Donc les poissons mâles se mettaient à avoir des œufs, même s'ils n'étaient pas fécondables. Mais il y avait en fait la vitéline, qui est le nutritif des œufs, qui normalement ne devait être que chez les femelles, pour nourrir les œufs. Et bien tout d'un coup, on l'a retrouvée chez les mâles. Et il y avait même des mâles avec des œufs. Donc là, c'était encore un problème, parce que perte de la biodiversité. Ça a été les poissons. Et après, il y a eu encore d'autres études qui ont été faites. Ça s'est fait petit à petit, tout ça, hein. Alors après, il y a eu les grenouilles. On s'est aperçu que les grenouilles, certaines grenouilles devenaient hermaphrodites, avec une partie du corps qui était avec des ovaires et une partie de l'organe donc de reproduction avec des testicules. Donc effectivement, là encore, perte de la biodiversité. Pendant longtemps, on n'a pas compris pourquoi les batraciens disparaissaient, hein. Et c'est en faisant des études comme ça qu'on a pu mettre ça en évidence. Est-ce que vous pouvez nous parler du cas du chercheur Tyrone Hayes? Je ne sais pas si je prononce bien. Alors lui, il avait été chargé par une grande industrie qui était une industrie qui produisait un herbicide, l'atrazine. En fait, il avait été chargé par cette industrie de démontrer que l'atrazine n'était pas la cause de la disparition des batraciens. Et donc il a étudié, et quand il a fait ses recherches, il a découvert qu'en fait, si, l'atrazine était la cause de la disparition des batraciens, non pas parce qu'elle les tuait directement de façon aiguë, mais parce qu'elle les perturbait dans leur mécanisme de reproduction, dans leurs hormones, et que, en conséquence, ils ne se reproduisaient plus, parce qu'ils étaient hermaphrodites. Et en gros, beaucoup de ces batraciens devenaient homosexuels, c'est-à-dire qu'ils n'étaient plus attirés par les femelles, et donc, effectivement, l'espèce ne se reproduisait plus. Donc après, il y a eu d'autres études qui ont été faites pour voir si ça se produisait dans d'autres cas. Donc il y a eu le cas des ibis. Alors les ibis, ça a été une étude qui a été faite en Floride, où ils ont divisé des ibis en deux groupes. Un groupe qui recevait une eau saine, et un autre groupe qui recevait une eau avec un petit peu de mercure, à des doses pas importantes, mais suffisantes pour en tout cas provoquer une perturbation. Et chez ces groupes-là qui avaient reçu du mercure, de l'eau avec un peu de mercure, ils ont trouvé qu'il y avait de plus en plus de couples qui se mettaient
en couple homosexuel. C'était les mâles avec les mâles. Et donc, ils n'avaient pas évidemment d'œufs, mais ils faisaient comme s'ils avaient des œufs. Ils se mettaient sur le nid, ils couvaient, mais ils n'avaient pas d'œufs. Et néanmoins, il y avait les couples qui étaient restés hétérosexuels dans les couples qui avaient été contaminés avec de l'eau. Et ces couples-là, hétérosexuels, eux, avaient beaucoup moins d'œufs, donc de progéniture. Et les chercheurs en ont conclu que c'était suffisant pour expliquer la disparition de l'espèce et donc la baisse de la biodiversité. Alors il y avait aussi le cas des alligators du lac Apopka, qui est un cas célèbre. Ces alligators, alors eux, ils étaient dans un lac qui avait été pollué par une usine de pesticides qui avait en amont du lac. Et ensuite, les alligators mâles ont développé des micropénis et les alligators femelles ont aussi eu des problèmes, et ces problèmes, c'était des œufs. L'ovulation ne se faisait pas aussi bien que les alligators femelles dans une eau saine. Et en plus de ça, ces œufs, quelquefois, ils avaient plusieurs noyaux au lieu d'un, et ils se rassemblaient, ils se fusionnaient entre eux. Et ça ressemble un petit peu aux maladies, aux problèmes d'ovaires polykystiques des femmes. En fait, ça ressemble un peu à ce qui est arrivé aux alligators femelles. Mais ça n'a pas été tellement souligné, on a surtout retenu les alligators mâles qui avaient développé un micropénis. Sur le syndrome des ovaires polykystiques, il y a une cause aussi environnementale ? Eh bien, on peut se poser la question. Puisque... Est-ce qu'on peut peut-être juste expliquer ce que c'est ? Alors, les ovaires polykystiques chez les femmes, eh bien, normalement, donc les ovaires, il y a un œuf qui est pondu, c'est des mammifères quand même. Donc, il y a un œuf, un ovule, qui est pondu chaque mois, donc pendant le cycle, hein, et donc il est amené à maturité dans l'ovaire, et ensuite il est expulsé, et puis il arrive dans la trompe. Et dans les ovaires polykystiques, eh bien, c'est un mauvais terme, ça ne devrait pas s'appeler comme ça, mais bon, c'est pas des kystes, vous voyez, c'est des œufs c'est pas un seul œuf qui a été développé, c'est plusieurs en même temps, et donc ils n'arrivent pas à maturité comme ils devraient, et à ce moment-là, la production, d'abord, s'épuise très très vite, et d'abord les femmes aussi ont des douleurs, ça se fait pas bien, les ovaires grossissent, donc c'est un peu c'est une maladie qui est assez douloureuse et qui est assez invalidante, hein. Bon, maintenant, qui empêche pas non plus de pouvoir avoir des enfants, mais moins, voilà, mais moins, et ça touche quand même 10% des femmes, donc c'est pas extraordinaire, et vraisemblablement, ça a une origine de perturbations hormonales, de perturbations par des perturbations endocriniennes. On retrouve ça chez les femelles alligators, ce qui fait qu'on devrait se poser la question du lien pour les femelles humaines. Et quand on a cherché à savoir, eh bien très vite, on a mis en évidence, parce qu'il y a beaucoup d'études qui ont été faites, on a mis en évidence que lorsque des femelles d'animaux, que ce soit des singes ou autres, étaient placées dans une position d'être perturbées chimiquement par ces produits chimiques, effectivement, elles développaient des syndromes d'ovaires polykystiques. Donc ça a été quand même prouvé plusieurs fois, hein. Pour en revenir un peu à Tyrone Hayes, il a subi toute une cancel culture autour de son étude. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu, et du fait que finalement ces informations ont beaucoup de mal à remonter à la surface, le grand public n'est pas au courant. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi? Ou est-ce que ça bloque en utilisant par exemple son exemple à lui? Alors, Tyrone Hayes, lui, donc, c'était Syngenta, hein. Oui. Donc, Syngenta lui avait dit vous faites l'étude, et comme l'étude n'était pas positive pour l'industrie n'a pas voulu publier l'étude. Lui, il l'a quand même publiée, il a dit non, moi je suis désolée, je la publie, puisque c'est ce que j'ai trouvé. Et là, il a été harcelé. Il a été harcelé, il a été même persécuté, il a été menacé, et finalement, il s'en est sorti. Mais ils ont fait en sorte qu'il soit expulsé de son université, qu'il n'ait plus de crédit.
Et il a tenu bon, il a été extrêmement courageux, il a continué et il a fini par gagner. Mais enfin, il a payé cher. Il a payé très très cher parce qu'il a voulu dire la vérité tout simplement. Et là, c'est le lobby qui s'est acharné contre lui d'une façon incroyable. Corinne Lalo, selon votre livre, il y a de plus en plus de naissances d'enfants dits intersexes. Les médecins parlent aujourd'hui beaucoup plus de troubles du développement sexuel, ainsi que de jeunes garçons qui naissent avec des pénis mal formés ou des testicules non descendus. Vous expliquez aussi que la période fœtale et périnatale est une fenêtre de temps très vulnérable aux perturbateurs hormonaux. Pouvez-vous nous dire comment les perturbateurs endocriniens ou hormonaux, comme vous préférez le dire, ont-ils un impact sur le développement de l'enfant et comment les mères peuvent-elles les en protéger ? Alors, ce qui est très important à comprendre, c'est que pendant la grossesse, si la mère est imprégnée de perturbateurs endocriniens, donc de produits chimiques, ces produits chimiques vont traverser donc le placenta et vont se retrouver dans l'embryon. Alors, dans l'embryon et après dans le fœtus. Or, ces produits chimiques, ils vont avoir un effet sur la formation des organes. Et si ils sont trop importants, les organes vont être mal formés. Quelquefois, on ne va pas voir tout de suite qu'il y a une malformation, mais il y a une maladie qui pourra se développer à l'âge adulte, et c'est ce qu'on appelle l'origine fœtale des maladies de l'adulte. Et la première fois qu'on s'en est aperçu, c'était avec un médicament qui s'appelait le Distilbène. Alors le Distilbène, ça a été un gros scandale dans les années 70, aux États-Unis, mais en France aussi, hein. Et ça continue, puisqu'on en est à la 3e, 4e génération. Donc le Distilbène, c'était une hormone féminine, chimique, de synthèse, qui avait été donnée aux femmes enceintes pour, soi-disant, les nausées, pour empêcher les nausées ou pour empêcher les sautes d'humeur. Il le donnait aussi aux femmes ménopausées, justement pour toutes sortes de raisons qui ne tenaient pas la route. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? On a mis un petit bout de temps quand même à trouver les effets que ça avait. Mais l'idée derrière ça, c'était quoi ? C'était que si les femmes avaient des nausées ou des fausses couches, eh bien, c'est qu'elles ne produisaient pas assez d'hormones femelles. Bon, alors, ils ont réfléchi, ils ont dit, bon, on va donner des hormones femelles synthétiques. Ils ont fait ça, et une fois, donc une mère qui avait une fille de 15-16 ans, les filles de 15-16 ans se sont retrouvées avec des utérus mal formés et avec des cancers particuliers, des cancers du vagin à grandes cellules. Et une fois, une mère est allée voir un gynécologue avec sa fille en lui disant « Voilà, ma fille, voilà ce qu'elle a ». Et le gynécologue n'avait jamais vu ça parce que c'était des cancers des femmes âgées, normalement. Bon. Et donc, à un moment, la mère dit « Mais vous savez, on m'a donné du Distilbène au moment de la grossesse, est-ce que ça peut avoir un lien ?» Donc le gynécologue lui dit « Mais non, madame, vous rêvez, rien à voir. » Bon. Et puis, un mois plus tard, arrive une autre mère avec une autre fille, même cancer, très rare, et pourtant qui concerne que les femmes âgées. Et là, c'était encore une très jeune fille. Et le gynécologue, qui n'était pas complètement borné, a demandé à la mère « Mais madame, est-ce que vous avez pris du Distilbène ?» Et comme la mère a répondu « Ben oui, pendant ma grossesse, on m'a donné du Distilbène », et bien là, hop, les chercheurs et les médecins qui, à l'époque, avaient voix au chapitre, étaient beaucoup moins réprimés dans leur expression que maintenant, eh bien, ils ont tout de suite compris, ils ont fait une étude sur cette molécule, et ils ont vite compris que c'était cette molécule qui provoquait ces malformations. Et ça a fait un énorme scandale. Mais le problème, c'est que ça passe de génération en génération. Et donc actuellement, on en est à la 3e, 4e génération, et le produit Distilbène agit donc sur les femmes, mais il agit aussi sur les garçons. Et les garçons se sont retrouvés avec plus de garçons qui avaient des micro-pénis, ou
plus de garçons qui avaient un problème qui s'appelle l'hypospadia, c'est-à-dire le méa urinaire qui, au lieu d'être au bout de la verge, descend pour se rapprocher en fait du sexe féminin parce qu'il se féminise en gros. Et donc ça c'était un autre élément dont souffraient les petits garçons, y compris plus de garçons aussi dont les grands-mères ou mères avaient pris du Distilbène qui se retrouvaient avec des testicules non descendus. Des cryptorchidies, on appelle ça des cryptorchidies. C'est-à-dire que pendant la grossesse, les testicules du garçon, du fœtus, à un moment, ils migrent pour descendre dans les bourses. Et donc ces testicules, quelquefois, il y en a un qui ne descend pas, ou deux qui ne descendent pas, parce que ça, c'est dirigé par les hormones. Et si les hormones sont perturbées pendant la grossesse, eh bien, ça va perturber la descente des testicules. Et donc, ils se sont aperçus que le Distilbène provoquait ce genre de malformation. Et c'est là qu'ils ont vu que le Distilbène était ce qu'on appelle provoquer des maladies d'origine fétale des maladies de l'adulte, et quelquefois, il y a des maladies qui se découvrent qu'à l'âge adulte. Si vous voyez le testicule, bon bah là ça se voit, mais quelquefois il y avait d'autres maladies qui se découvraient qu'à l'âge adulte, dont quelques maladies comme le diabète et l'obésité. Donc diabète, obésité, également liés à ces perturbateurs chimiques. Pour nous soutenir, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, de liker cette vidéo, de la partager sur vos réseaux, d'activer la petite cloche pour être prévenu de la mise en ligne de nos nouveaux contenus. Et si notre travail vous plaît, et si vous souhaitez nous encourager à continuer, vous pouvez nous faire un don sur le lien en description. J'ai vu qu'il y avait effectivement un site qui s'appelle DES Sun, donc c'est plutôt des hommes. Et sur ce site, il y a un homme qui a fait pas mal de recherches et il a fait une étude, alors je ne me rappelle plus exactement des chiffres, où il dit qu'effectivement, il y a un certain nombre de personnes, enfants ou petits-enfants de personnes qui ont pris du Distilbène, qui ont des troubles de l'identité de genre. Et qu'en proportion, il y en a beaucoup plus que dans la population générale. Donc effectivement, apparemment, ça pourrait être aussi une raison pour lesquelles certaines personnes se disent trans. Et récemment, il me semble que c'est le CHU de Montpellier qui a aussi mené une étude là-dessus et qui dit effectivement que le Distilbène pourrait avoir un impact sur le fait qu'on ne se sente pas dans le bon sexe. Alors là, on passe à autre chose. Oui. Là, on passe à autre chose. Entre se sentir, oui, ça c'est autre chose. Et être, factuellement, c'est encore autre chose. Le se sentir, pour l'instant, moi, j'en parle pas. Moi, je parle de ce qui est, des faits. Donc, par exemple, si on... Parce que là, on passe au... Est-ce qu'on se sent ou pas dans le... On est des milliards sur la Terre. Donc, on aura des milliards de ressentis différents du sexe. Donc, il y a le sexe, qui est objectif, et puis il y a le ressenti, qui là est complètement subjectif. Et là, on peut être des milliards. Mais sur le sexe objectif biologique, là, il n'y a pas des milliards, il y en a 2. Il n'y en a pas 36, il y en a 2. C'est tout. Donc, je veux vous montrer ça peut-être. Alors on précise que vous avez amené vos schémas parce que dans votre livre, en fait, il y a beaucoup de schémas. C'est un livre très pédagogique et dont les schémas aident beaucoup à comprendre votre propos. Voilà. Et donc celui-là, il va se trouver, il est dans la mise à jour qui paraîtra, parce que je suis en train de le mettre à jour pour rajouter des éléments. Mais en fait, tout ce que je dis, en gros, je le mets à jour, mais je ne fais que... Tout est juste. Tout est juste dans ce que je dis, donc tout ce que je fais, c'est juste mettre à jour les études, et ça conforte les études. Donc, chaque fois que je tombe sur une nouvelle étude, elle ne fait que conformer tout ce que je dis dans le livre. Donc ça va toujours dans le même sens. Il y a rarement des études qui vont dire que oh ben non, les perturbateurs endocriniens, ça fait rien. C'est pas possible. Donc, tout ce que je fais, c'est rajouter des pierres pour dire voilà, il y a encore ça, et il y a encore ça. Et malheureusement, qu'est-ce qu'on attend pour interdire ces produits? On attend, mais en attendant, il y a beaucoup de perturbations. Et il y a aussi beaucoup de confusion. Donc,
moi, ce que j'aimerais, c'est quand même qu'on revienne aux critères de base. Et les personnes, pour l'instant, elles sont très confuses parce qu'elles n'ont pas les bases, les notions de base biologiques, de sciences nat qu'on devrait enseigner à l'école. Je ne comprends pas pourquoi à l'école on ne l'explique plus, ou pourquoi les gens ne le comprennent plus, je ne sais pas. Alors quand même, revenons quand même à la base. Donc c'est très schématique, et ce n'est pas compliqué non plus, mais il faut quand même s'en rappeler parce qu'on l'a un peu oublié. Hein. Donc, toute personne a un père et une mère. Déjà, ça paraît difficile. Il y a des gens qui disent « Ah ben non, ben si, voilà, il y a un père et une mère. » Bon. Alors, il y a un père qui a des chromosomes XY et il y a une mère qui a des chromosomes X. Il faut savoir que chez les humains, il y a 23 paires de chromosomes. Voilà. C'est les humains. Ils sont comme ça, c'est 23 paires, c'est pas 24, c'est pas 22, c'est 23. Et là, il n'y a pas de ressenti. Vous voyez, je ne vais pas dire, tiens, je ressens que j'ai 24 paires ou je ressens que j'ai 22 paires. Bon, les gorilles, ils ont 24 paires, justement. Ils ont 24 paires, non pas 23. Bon. Mais vous avez des plantes qui ont 48 paires. Mais c'est tout par paire. Bon, mais les humains, c'est 23. Et la 23e paire, c'est la paire des chromosomes sexuels, donc qui vont définir le sexe. Donc chez le père, c'est XY, et chez la mère, c'est XX. Et quand le spermatozoïde du père va sortir du testicule, lui, il ne va pas avoir des paires de chromosomes, il va avoir qu'un seul exemplaire. Donc il ne va pas avoir le double, il va avoir qu'un exemplaire. Vous voyez ? Ça se dédouble. Ce sont les seules cellules du corps qui vont avoir qu'un seul exemplaire de chromosomes, mais ils vont avoir les 23 paires. Et la 23e paire, soit ce sera un Y, soit ce sera un X pour les spermatozoïdes. Donc il y aura soit des spermatozoïdes Y qui seront mâles, soit des spermatozoïdes X qui seront femelles. Et quand ils vont rencontrer l'ovule, ils vont rentrer dans l'ovule, si c'est un Y qui se met dans l'ovule, à ce moment-là, le Y et toutes les paires vont s'assembler selon leur ordre. Et donc la 23e paire sera composée du Y et du X. Parce qu'il faut préciser que l'ovule donc a un chromosome. Alors, l'ovule, la mère, elle est XX. Donc elle a 23 paires et la 23e paire est XX. Donc, quand l'ovule il sort, lui, il a aussi qu'un exemplaire. Parce que s'il en avait 2, ça ferait 3 après. Donc, ça ne ferait pas des paires, ça ferait des triplets. Donc, il faut toujours qu'il y ait des paires. Donc, que ce soit l'ovule ou que ce soit les spermatozoïdes, sont des gamètes, eh bien, eux, ils n'ont qu'un exemplaire. Donc, quand l'ovule sort de l'ovaire, il n'y a qu'un exemplaire des chromosomes. Et le 23e exemplaire, il est automatiquement X, puisque c'est femelle XX. Donc l'ovule est toujours X. Mais les spermatozoïdes, ils sont soit X, soit Y. Donc ici, il est Y, ici, il est X. Si c'est le Y qui rencontre le X de l'ovule, eh bien, ça donnera un garçon. Et si c'est le X du spermatozoïde qui rencontre le X de l'ovule, ça donnera une fille, XX. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, si c'est possible, puisqu'on revient aux basiques, aux fondamentaux, et en effet, je suis d'accord avec vous, je pense que les gens en ont besoin, que les savoirs fondamentaux se perdent un peu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que ça se fait que certaines personnes ont des anomalies génétiques au niveau de certaines paires de chromosomes? On connaît par exemple le cas de la trisomie 21, ou bien le cas dont je parlais tout à l'heure, la pathologie de l'intersexuation, trouble du développement sexuel, où certaines personnes se retrouvent par exemple soit avec un seul chromosome X, syndrome de Turner, ou bien certains hommes qui vont avoir 2 chromosomes X, 1 chromosome Y, ou bien parfois jusqu'à 3 chromosomes X. Ça, c'est très rare quand même, hein. Attention. C'est très rare, C'est évidemment. très, très rare. C'est environ 0,18% de la population. C'est très, très rare. La norme,
La norme, c'est ça, vous voyez. Est-ce que vous savez comment est-ce que ça se produit? Oui, alors ça, c'est la norme. Voilà, il y a la norme. Ce qui n'est pas normal, par exemple, c'est si sur la paire 21, vous en avez 3, c'est ce qu'on appelle les trisomiques, ce qu'on appelle les mongoliens. Donc ça, c'est anormal. Il n'y a pas de raison de discriminer les mongoliens, les trisomiques, aucune raison de les discriminer, mais c'est pas normal. Voilà, c'est tout. Alors, pareil, si, il peut y avoir 2X, 1Y, mais c'est anormal. Et souvent, c'est dû à une perturbation chimique. C'est-à-dire que au moment où se divisent les chromosomes, il peut y avoir un produit chimique qui va interférer avec ce phénomène naturel et quelquefois provoquer un dédoublement. Bon, c'est le problème aussi de beaucoup de cancers qui sont produits par des produits chimiques qui agissent sur les gènes, alors là, sur les gènes, justement, par translocation. Tout d'un coup, un gène qui doit être dans une certaine, par exemple sur un chromosome, et ben il va aller sur l'autre. Et ça, c'est des perturbations chimiques. Donc, il peut arriver qu'effectivement, il y ait sur la 23, mais ça peut être sur les autres paires aussi, mais ça ne se verra pas pareil. Mais ça aura d'autres répercussions sur les autres paires. Mais sur les paires qui sont la 23e paire du sexe, il y aura des effets sur le sexe. Et maintenant, les enfants intersexes, c'est pas que un problème chromosomique. Ça peut être aussi un problème hormonal post-chromosomique. Il peut avoir très bien les 23 paires XY et avoir une féminisation des organes génitaux du fait que pendant la grossesse, l'embryon a été arrosé par des hormones femelles ou des hormones imitant ou des produits chimiques imitant les hormones femelles, à savoir tout ce qui est justement distilbène, produits chimiques et les fameux CIP. Alors je peux vous montrer, si vous voulez, on peut regarder comment ça se passe avec l'embryon. Alors expliquez-nous. Alors voilà ce qui se passe maintenant avec l'embryon et à quel moment il y a des fenêtres pendant la grossesse, des fenêtres de temps qui sont particulièrement sensibles. Et donc l'embryon, qu'est-ce qui se passe? Quand le spermatozoïde a rencontré l'ovule, ça fait un embryon. Et cet embryon, le voilà, pendant 2 mois, le sexe est indifférencié. C'est-à-dire qu'il a les 2 potentialités, mâle et femelle, et selon qu'il a le chromosome XY ou le chromosome XX, il va se définir ensuite, se développer en mâle ou en femelle au stade du fœtus. C'est-à-dire que pendant 2 mois, c'est pas différencié, et après 2 mois, il se différencie, et il se différencie comment? C'est-à-dire que là, il a à la fois ce qu'on appelle le canal de Wolff et le canal de Müller. Donc les canaux de Wolff, c'est les canaux masculins, et les canaux de Müller sont les canaux féminins. Bon. Et donc, le garçon, lui, comme il a les chromosomes XY et qu'il a le chromosome Y, le chromosome Y va commencer à agir et va dire, ici, là, à la gonade, de commencer à produire de la testostérone et d'autres hormones, comme une hormone qui s'appelle anti-mullérienne. Pourquoi anti-mullérienne? Parce que il va enlever le côté femelle. Donc, c'est cette hormone-là qui va éliminer le côté femelle. C'est une hormone... va détruire le canal de Müller. Anti-femelle, voilà. Et c'est comme ça qu'il va se développer en tant que mâle. Il va enlever le canal du Müller. Et il va garder le canal de Wolff. Et ensuite, les organes, les testicules vont descendre. Ils vont se mettre ici, voilà, les testicules. Et pendant la grossesse, ils vont descendre. Pendant les 7 mois, ils vont descendre grâce à d'autres hormones, à la fois la testostérone, parce que les testicules vont produire de la testostérone,
Et la testostérone va aussi faire descendre les testicules pour les mettre en place. Et c'est une autre hormone qui s'appelle INSL3, INSL-like, c'est-à-dire comme insuline-like, qui est une hormone particulière pour faire descendre les testicules. Et donc, vous avez de ces hormones-là, testostérone, vous avez antimullérienne et insuline-like 3. Bon, si vous avez des produits chimiques dans l'organisme de la mère, à ce moment-là, ça va baisser le taux de l'hormone antimullérienne et des 3 hormones masculinisantes. Et ça, c'est un professeur qui s'appelle le professeur Haber du CEA, du Commissariat à énergie atomique, qui a montré ça, sur des testicules d'ailleurs, qui a montré que certains produits chimiques, comme les phtalates par exemple, eh bien, pouvaient baisser l'hormone antimullérienne de 40%. Ce qui est énorme. Ou même la testostérone de 40%. Ou même l'insuline-like 3 de 40%. Et donc, si on baisse, par exemple, l'hormone antimullérienne de 40%, ça va avoir quoi comme effet sur la formation des parties génitales? Eh bien, justement, la masculinisation va moins bien se faire. C'est tout. Enfin, c'est tout. C'est déjà pas mal, c'est beaucoup. Eh bien, ça va moins bien se faire, y compris dans la formation des organes. Et donc, il y aura plus de ressemblance, comme il n'aura pas réussi à masculiniser complètement, eh bien, il y aura plus de ressemblance par rapport à l'organe femelle. Et ça peut produire donc toutes ces histoires d'hypospadia. L'hypospadia, c'est donc le méa qui descend, ou de cryptorchidie, ce sont les testicules qui ne descendent pas. Et donc, ça a ensuite des conséquences à l'âge adulte. Donc, les femelles, les femmes, elles, eh bien, elles éliminent la partie... c'est plutôt le mâle qui élimine la partie femelle. Jusqu'à présent, on ne savait pas comment faisait la partie femelle. Et plus ça va, plus on sait qu'il y a aussi un programme chez les femelles. Mais jusqu'à présent, on se contentait de dire « Oh, ben non, c'est le sexe par défaut ». Ben, c'est pas aussi simple que ça. Il y a aussi tout un programme dans la partie femelle, mais qu'on n'a pas encore décrypté, qu'on commence seulement à décrypter. Et j'en parle dans mon livre, il y a certains chercheurs, en particulier à l'INRA, qui ont commencé à faire qui ont trouvé des choses au niveau justement génétique, au niveau des gènes. Et alors ce qui va se passer, c'est que aussi les perturbateurs endocriniens, ils vont agir aussi sur l'expression des gènes. Ils ne vont pas que agir sur les hormones, ils vont aussi agir sur l'expression des gènes. C'est-à-dire, même si vous avez le gène, s'il n'est pas exprimé grâce à certaines enzymes, eh ben, il va être éteint au lieu d'être allumé. Alors on rappelle, hein, les gènes se situent sur les chromosomes. Voilà. Les gens qui ne suivent peut-être pas. Donc on l'a vu tout à l'heure, dans les chromosomes, vous avez l'ADN, et dans l'ADN, vous avez les gènes. Bon. Et maintenant, les dernières études ont montré quoi? Ont montré en fait que même le cerveau est sexualisé. Vous avez un cerveau mâle et un cerveau femelle. Alors, on peut ne pas être d'accord avec ça ou ne pas aimer ça. On voudrait que ce soit tout pareil. C'est pas pareil du tout. Pas pareil du tout. Et donc, le cerveau mâle n'est pas le cerveau femelle et réciproquement. Et ils se sont même aperçus que ce ne sont pas seulement les hormones qui vont façonner le cerveau et la différenciation du cerveau, mais les gènes, avant même qu'il y ait des hormones, sont déjà spécifiques au sexe. Et donc là, les toutes dernières études montrent que même pendant ce stade indifférencié de 2 mois, où vous n'avez pas de différence d'organes, eh bien, les gènes qui vont ensuite donner le cerveau ne sont pas les mêmes chez les filles XX que chez les garçons XY. Donc, ils agissent différemment et ils se comportent différemment, alors que même ils sont dans la partie indifférenciée. Avant même qu'il y ait une action des hormones, vous voyez, avant même que l'action des hormones entre en jeu, il y a une différenciation sexuelle du cerveau de par seulement les gènes.
Alors, ce que je voudrais dire, en clin d'œil à Simone de Beauvoir, c'est que, en fait, non seulement on est femme, et Simone de Beauvoir, je rappelle, disait « on ne naît pas femme, on le devient », et moi-même j'ai adhéré à ça. Hein. Dans ma jeunesse, j'étais persuadée que non, on ne naît pas femme, on le devient. Et j'ai même manifesté dans la rue pour dire bon, tout ça, bon. Mais c'est pas comme ça, c'est pas exact, donc il faut reconnaître. Et donc, on ne devient pas femme, on est femme. Et même mieux que ça, on est femme avant de naître. Et on est homme avant de naître. Donc, contrairement à ce que disait Simone de Beauvoir, on est femme avant de naître, avant même de naître. Y compris pour les hommes. Donc après, il y a tout le conditionnement social qui fait que ça renforce les différences selon la culture. Donc, alors il y a des cultures où on va hyper renforcer les différences sexuelles, et il y a d'autres où on va moins les renforcer. Et puis il y a certaines cultures qui vont en profiter de ces différences sexuelles pour opprimer un sexe par rapport à l'autre, pour discriminer un sexe par rapport à l'autre. Et là, il n'y a aucune raison de le faire. Parce que autant il faut reconnaître qu'il y a une différence sexuelle, autant c'est inadmissible de discriminer qui que ce soit et quelque sexe que ce soit au nom de cette différence. Donc il faut reconnaître la différence sans la discrimination. Et donc, si vous avez des pays, l'Afghanistan par exemple, où sous prétexte de différence sexuelle, il y a un sexe qui opprime l'autre, mais c'est inadmissible. Et de même, c'est inadmissible de discriminer qui que ce soit en raison de son sexe ou en raison de ses orientations sexuelles. Je tiens à le préciser. Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'hypothèse que nous émettons que l'explosion des dysphories de genre pourrait être en lien avec des intoxications aux perturbateurs endocriniens, l'idée étant que peut-être que ça touche effectivement des parties du cerveau, ce qui fait que certaines personnes se pensent réellement de l'autre sexe. Est-ce que c'est possible ? Ce qui est possible de toute façon, et ce qui est vérifié, c'est que plus vous répandez des produits chimiques dans l'environnement, plus vous aurez des problèmes sur la santé, à la fois des plantes, des animaux et des humains. Plus vous répandez des produits cancérigènes, plus vous aurez de cancer. C'est un peu logique. Donc, effectivement, plus ça va, plus on répand des produits chimiques, et plus on a de cancer. Plus on répand des produits de perturbateurs endocriniens qui perturbent à la fois la formation des organes sexuels et ensuite parfois l'orientation sexuelle, plus évidemment ce problème va aller en s'accentuant. Donc c'est pas illogique de le penser et c'est pas illogique de constater que effectivement c'est une question qui a pris le devant, qui est arrivée un peu plus sur la scène médiatique. Pour moi, c'est pas une surprise. Et je ne pense pas que ce soit juste un phénomène de mode. Alors, il y a une instrumentalisation par certains groupes. Mais ça, c'est autre chose. Mais c'est pas qu'un phénomène de mode. Il y a des lobbies qui ont intérêt à instrumentaliser ça, parce que, effectivement, vu que ça existe, plutôt que de reconnaître le problème et de dire, bon, ben là, il y a un problème, on va attaquer la cause. Eh bien non. En disant, en faisant comme si le problème n'existe pas, en normalisant le problème, eh ben, on le nie. Et ça, pour moi, c'est un problème. Parce que à ce moment-là, c'est une façon de nier la réalité. Mais il y a un problème à la base, qui est un problème de pollution chimique. Et c'est pas étonnant que ça devienne par la suite un problème sociétal. Et vous avez des femmes, par exemple, c'est une étude qui a été faite en Hollande, où on a vu que des femmes qui avaient pris certains médicaments,
en particulier du phénobarbital, dans la descendance, il y avait un taux de transsexuels qui avait été multiplié par 200. Donc, il y a un lien. Il s'agit de le reconnaître. Il ne s'agit pas de le nier et après de dire ah ben non, circuler, il n'y a rien à voir. Et ce n'est pas juste un phénomène de mode non plus. Mais il y a des lobbies qui instrumentalisent. Comment pouvons-nous sortir de cette situation? Comment rétablir notre équilibre hormonal? Et pour les téléspectateurs qui nous écoutent, comment s'en protéger? Alors, moi j'explique dans mon livre, sur 24 heures, comment on peut essayer de zigzaguer entre les perturbateurs endocriniens, vu qu'il y en a un petit peu partout. Voilà, donc j'explique du matin au soir comment on fait. Donc là, ça va être un petit peu long pour tout expliquer. Si vous avez quelques exemples. Mais par exemple, éviter dans la chambre à coucher d'avoir des sols en PVC. Parce qu'il y a une étude suédoise qui a montré que les parents qui avaient des sols en PVC avaient plus de risques d'avoir des enfants autistes. Parce que le PVC va relarguer les phtalates. Vous voyez ? Éviter également d'avoir des couettes ou des lits. Là, on est dans la chambre. Il est 8 h du matin, on n'est même pas levé. Vous voyez, on a déjà pris la dose de tous les perturbateurs de la chambre. Donc, éviter d'avoir des couettes ou des matelas avec des anti-taches ou des anti-acariens. Donc, voilà. Donc, quand vous voyez, moi, c'est ce que je me dis, quand je vois anti-acarien, anti-quelque chose, anti-ci, j'anti-achète. Voilà, il ne faut pas acheter. Moi, je n'achète pas. J'achète des trucs, et à la limite, vaut mieux quelque chose de pas neuf. Vous voyez ? Il vaut mieux du pas neuf. Évidemment, si vous avez des meubles, il ne vaut mieux pas des meubles en aggloméré, il vaut mieux des meubles en bois massif. Et puis faire attention à ce qu'on met dessus. Donc pareil, dans la salle de bain, faire attention aux produits qu'on va se mettre sur la peau, sur les shampoings, donc tout ça je l'explique. Dans la cuisine, n'en parlons pas. Donc les poêles anti-adhésifs, donc anti-adhésifs, j'anti-achète. Le téflon, c'est ça. Voilà. Donc c'est des PFAS, c'est des perfluorés. Il y a du fluor dessus pour empêcher que ça adhère. Et vous avez aussi tout ce qui est les plastiques. Il y a des gens qui mettent des plastiques dans du micro-ondes avec de la nourriture dedans. C'est aberrant. Ou vous avez également, j'ai vu ça dans des émissions de télé, sur la cuisine, des chefs et compagnie, ils mettent du plastique sur des rouleaux pour faire des quenelles, et puis après ils le mettent dans l'eau. Donc ça relargue évidemment. La nourriture et le plastique vont se mélanger. Et dans le plastique, c'est des perturbateurs endocriniens, c'est les phtalates. Et voilà, et c'est comme ça que si la mère elle est enceinte, elle va se polluer et elle va polluer son embryon. Donc si vous allez ensuite au bureau, combien de fois on prend des cafés dans des gobelets en plastique ? Faut arrêter. Il faut arrêter ça. Vous apportez votre mug de chez vous en céramique, voilà. Et puis vous le gardez sur le bureau. Ça, c'est rien à faire, c'est rien du tout. Alors, nous avons une dernière question. On voulait vous demander comment est-ce que vous expliquez le fait que certains partis écologistes, comme clairement Europe Écologie Les Verts en France, qui se disent donc vraiment écologistes, soutiennent aveuglément pourtant les transitions hormonales. Écoutez, d'abord, moi je ne savais pas qu'ils soutenaient les transitions hormonales. Donc, c'est un peu paradoxal. Ça me paraît effectivement, c'est pas très écologiste, parce que c'est effectivement aller contre la production naturelle du corps. Et d'un autre côté, ça ne m'étonne pas, parce qu'ils ne sont plus tellement écologistes. Donc, les partis politiques écologistes ne sont plus tellement écologistes, même s'il y a encore quelques écologistes dans ces partis. Malheureusement, Michel Rivasi, qui fait partie du Parti Vert, est décédé. C'était une des seules dans son parti qui avait encore une conscience écologiste. Il y a beaucoup d'écologistes de base
qui faisaient partie des Verts qui ont quitté. Parce que le parti n'est plus ce qu'il était. Et il ne défend plus l'écologie comme il la défendait avant. Donc beaucoup ont été obligés de partir parce qu'il y a eu une espèce de quelque part de hold-up à la direction du Parti des Verts. Donc c'est plus pareil qu'avant. Donc ils ont eu des positions complètement aberrantes au moment du Covid. Ils ont eu des positions aberrantes sur les vaccins Covid. Monsieur Jadot, pour ne pas le nommer, qui a dit qu'il était pour la vaccination obligatoire avec un vaccin expérimental, qui en plus de ça est un vaccin OGM. Comment on peut dire qu'on va se battre contre les OGM qu'on va mettre dans la terre et accepter que les OGM qu'on va nous injecter dans le sang, ce soit bien? Il y a quelque chose qui m'échappe là. Je n'ai pas compris leur position. Je ne la comprends pas. Mais sont-ils encore écologistes? J'ai des doutes. Corinne Lalo, merci beaucoup pour cet entretien passionnant. Nous rappelons aux téléspectateurs qu'ils peuvent se procurer le livre « Le grand désordre hormonal » aux éditions Le Cherche Midi. Merci encore. Merci. Merci. Nous espérons que cet entretien vous a plu. Si vous souhaitez continuer à entendre des voix dissidentes sur les questions de genre, merci de nous soutenir en likant cette vidéo, en la partageant, en vous abonnant et en activant la petite cloche pour être prévenu de la mise en ligne de nos nouveaux contenus. Vous pouvez aussi nous faire un don, car produire ce type de contenu a un certain coût et nous prend du temps. Une autre façon de nous soutenir tout en apprenant, c'est de vous procurer notre livre Transmania, enquête sur les dérives de l'idéologie transgenre, paru aux éditions Magnus.